Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Questions d'ici, questions d'ailleurs, questions actuelles. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre confrère Michel Aonon qui abordera avec nous deux questions d'actualité. La HAC et ses prérogatives et le conflit qui prévaut au sein de la mission évangélique de la foi entre le pasteur Augustin Sosa et ses pasteurs de l'église. Alors, ensemble avec le confrère Akelou Yakubu, Hilbert Eda et un autre journaliste qui, lui, interviendra en off, nous allons essayer, avec notre confrère Michel Aonon, nous allons tenter de comprendre ce fonctionnement de la HAC et ses prérogatives. Et en deuxième phase, nous essayerons d'opiner sur ce conflit qui prévaut au sein de cette église. Alors déjà, la première question nous viendra de notre journaliste en off qui va essayer de nous dire ce qu'il pense de cette situation. Aujourd'hui, de la loi organique sur la HAC, qu'est-ce qu'on peut retenir pour toi qui es intervenu plusieurs fois sur ces questions, en l'occurrence la commission de la carte de presse? Merci. Je vais commencer par dire que lorsqu'on parle de la HAC, ça concerne les acteurs des médias, parce que la HAC est une institution de la République créée par la Constitution de la République et c'est une instance de régulation des médias. Mais avant d'être instance de régulation des médias, la Constitution lui a assigné deux missions. La protection et la défense de la liberté de la presse et la régulation. C'est pourquoi quand on parle de la HAC, ça concerne les acteurs des médias. La loi organique relative à la HAC, vous allez constater que c'est rentré en droite ligne donc de la relecture de toutes les lois organiques. Vous allez voir que dans la foulée, il y a eu la loi organique relative à la Cour suprême, relative à la Cour constitutionnelle et autres, parce que après la révision de la Constitution de 2019, il fallait réadapter ces lois organiques-là. Les lois organiques, c'est les lois qui régissent l'organisation du fonctionnement des institutions de la République. Donc, en temps, il y a eu la création aussi de la Cour des comptes et tout. Donc, il faut maintenant harmoniser tout ça par rapport au nouveau dispositif constitutionnel. Ce qui est normal, parce que je vais rappeler que pour ce qui concerne la HAC, la loi organique date de 1992. Il y a eu une modification de quelques articles courant 94, mais pour l'essentiel, c'est une loi qui date de 1992, donc ça fait longtemps, c'est normal qu'on veuille toucher à la loi organique. Mais là où il y a un problème, c'est que les députés devaient organiser une large concertation au sein de la corporation des professionnels des médias, parce que tout ce que la HAC fait, la HAC fait ça pour le compte des professionnels des médias. La HAC fonctionne. S'il n'y a pas de médias au Bénin, la HAC ne pouvait plus exister. Puisque c'est une instance de régulation. Par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse réfléchir sur un test comme ça sans associer une large partie des acteurs des médias qui sont au fait des sujets, les chefs d'entreprise de presse, les professionnels, les journalistes qui travaillent dans les entreprises de presse pour écouter. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on veut légiférer ou lorsqu'on veut prendre des décisions concernant les médias, il faut écouter les acteurs des médias. Et la loi organique que les députés ont adoptée le 14 juin dernier, ça fait problème. Première chose, en 2019, quand il y a eu révision de la Constitution, vous allez constater qu'avant cette révision de la Constitution, la HAC est la seule institution de la République où le mandat est unique. Maintenant, avec la révision de la Constitution, c'est qu'il est possible maintenant pour le Conseil de la HAC de renouveler leur mandat une fois. La loi organique qui a été votée par les députés dit que c'est désormais la HAC qui organise les élections pour les représentants des acteurs des médias à la HAC. Ça pose un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que premièrement, la HAC n'a aucune expertise en matière électorale. Puisque la même loi que les députés ont votée dit que ce sera avec la structure publique chargée des élections. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement on devait écrire dans la loi noir sur blanc que c'est la Sénat qui organise l'élection. Parce que nous savons déjà que c'est la HAC qui détient le fichier électoral, parce que c'est à la HAC qu'on étudie les dossiers d'obtention de la carte de presse. Et que c'est avec la carte de presse qu'on reconnaît le statut de professionnel des médias pour que la personne puisse s'inscrire sur les listes. Ben, maintenant, la HAC ne peut pas être jugée partie. C'est-à-dire que la mandature qui est en cours, quelqu'un qui veut renouveler son mandat ne peut pas être celui qui va organiser l'élection et en même temps celui qui détient le fichier électoral. Ça pose un problème pratique. On ne peut pas. Donc, on devait dire la Sénat organise avec l'appui de la HAC. Et le seul appui que la HAC a apporté,
c'est de remettre le fichier électoral à la Sénat. Les candidats iront déposer le dossier à la Sénat. Tout va se passer à la Sénat. Parce que le conseiller à la HAC qui veut, par exemple, renouveler son mandat, il n'a plus la qualité de journaliste ni de professionnel des médias parce que, en tant que conseiller à la HAC, on lui aurait dit à retirer sa carte de presse. Alors que pour être candidat, pour représenter la corporation à la HAC, avant d'être candidat pour être éligible, il faut avoir la qualité d'électeur. Et la qualité d'électeur, il faut être détenteur de la carte de presse. Je ne sais pas dans ces conditions qui peut dire qu'il veut renouveler son mandat. Vous insinuez par là qu'il y a vice de procédure. Il y a un problème sérieux qui se pose, donc il faut relire. Parce que si un conseiller en exercice présentement veut renouveler son mandat, il a quel temps pour revenir dans la corporation pour chercher la carte de presse? Puis en temps, il a perdu la qualité pour être détenteur de la carte de presse. Voilà que la même loi, la loi électorale dit que pour être éligible à un poste, il faut d'abord électeur, puisque tu vas voter pour toi-même d'abord. Au moins, ta voix doit être ta voix. Maintenant, pour être électeur, il faut être détenteur de la carte de presse. Voilà que le conseiller qui est en fonction n'est plus détenteur de la carte de presse. Est-ce qu'on voudra dire qu'il doit démissionner quelques mois à l'avant? Et même s'il démissionne quelques mois à l'avant, il ira dans quelle rédaction, dans quelle entreprise de presse pour aller chercher quel profil? Il y a tout ça. C'est pourquoi je dis, quand ils n'écoutent pas les acteurs des médias pour qu'on leur explique comment ça fonctionne chez nous, c'est comme ça, on peut commettre des erreurs. Donc, je précise que la HAC n'est pas une structure chargée des élections au Bénin et n'en a aucune expertise. La preuve, toutes les fois que nous avons fait des élections en notre sein pour envoyer nos représentants à la HAC, c'est au niveau de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles que nous l'organisons, en mettant en place une commission électorale autonome que nous gérons entre nous, même s'il y a des problèmes, on finit par trouver solution. Donc moi, je pense personnellement que la manière dont le corps de métier, nous sommes un corps de métier organisé, la manière dont nous allons nous organiser pour envoyer nos représentants, il n'appartenait pas à l'Assemblée nationale de nous l'imposer. L'exemple, c'est que lorsque les magistrats doivent envoyer leurs représentants à la Sénat, ce n'est pas une loi organique qui leur impose le mode de désignation. Ils se réunissent dans l'Assemblée générale des magistrats, ils ont leur manière de fonctionner, entre eux ils désignent. Et c'est le PV de désignation qu'ils envoient et c'est celui qu'on retient. Pourquoi c'est pour le secteur des médias que les députés pensent qu'une loi organique va régenter? La loi organique ne peut pas régenter le mode de désignation. La loi organique peut s'arrêter et dire c'est élection. Nous sommes d'accord. Mais quand on fait élection, on désigne quelqu'un. Donc, nous on était sur ce débat pour savoir, étant donné que par le passé, nous prenons des séquelles de tout ce qui arrive à la corporation quand il y a élection, les déchirements et tout, les calomnies, tout ce que nous vivons, et que, ajouter à tout ça aujourd'hui, nous n'avons même plus de l'argent pour le faire parce que ça se faisait aussi facilement parce qu'il y avait l'aide de l'État, la presse privée, sur lesquelles on faisait des retenues par exercice annuel sur 5 ans pour avoir le budget qu'il faut pour organiser les élections. Un budget de près de 30 millions pour chaque élection. Aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce que nous avons trouvé les 30 millions pour organiser l'élection. L'élection de 2019, pour la mandature qui est là, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des dettes qui traînent encore. Donc, en responsable, les associations se sont posé la question de savoir, si nous ne prenons pas les dispositions aujourd'hui, comment nous allons faire pour désigner nos représentants après? Étant donné qu'on n'a pas les moyens, si on n'a plus les moyens de faire l'élection, nous pouvons nous revoir entre nous pour voir le mode de désignation. Donc, c'est pas qu'on était allé dire désormais c'est désignation, on voulait ouvrir le débat. Et chacun va poser sa contribution. Si quelqu'un pense qu'il a une source de financement pour qu'on puisse faire les élections, on dira aux élections. Mais si nous n'avons pas de source de financement, on n'a aucun soutien financier, nous devons encore nous asseoir entre nous pour dire bon, maintenant on n'a pas l'argent pour faire les élections. Qui sont ceux qui veulent? Ainsi de suite. Et nous avons des canaux de discussion entre nous pour finir par désigner des gens. Mais il n'appartenait pas aux députés de s'y mixer, de venir dans notre champ d'action de cette façon au point de vouloir régenter le mode de désignation des acteurs des médias à la HAC par une loi organique. Ce n'est pas possible. Très bien, chers confrères, le même problème qui est posé au niveau de notre corporation semble se poser autrement au niveau d'une église de la place. Je veux nommer la mission évangélique internationale MEF, où il y a tiraillement au point où une justice aurait rendu une décision que les fidèles des deux camps n'arrivent même pas à interpréter. Et vous avez opiné récemment sur la question, comme sachant, comme connaisseur des questions sociales, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'y passe
réellement là-bas? Ce qui se passe réellement là-bas? Il faut dire que pour ce qui concerne les crises dans les églises, je le dis comme ça parce que l'église évangélique de la foi, la mission évangélique de la foi n'est pas la première église à être secouée par des crises dans ce pays. Mais les crises dans les églises, c'est des faits de société. Ce qui fait que les acteurs des médias peuvent se prononcer là-dessus. Et il faut dire que l'église mission évangélique de la foi au Bénin est une filiale de l'église mère qui se trouve au Nigeria. L'église mère qui se trouve au Nigeria, je suppose que les tests, c'est-à-dire statuts et règlements intérieurs de la mission de l'église au Bénin doivent s'inspirer de ce qui se passe au Nigeria. Le pasteur fondateur de l'église au Nigeria, qui est décédé, le pasteur qui l'a remplacé aujourd'hui à 87 ans. Je dis ça parce que ce qui oppose les deux parties aujourd'hui, c'est que les dissidents estiment que le président fondateur de l'église au Bénin, le pasteur Augustin Sosa, a atteint 70 ans d'âge et doit quitter la présidence. Ce qu'il trouve d'anormal parce qu'il estime qu'il est le fondateur de l'église au Bénin. Les 70 ans d'âge dont on a parlé dans les statuts, c'est 70 ans d'âge pour les administratifs et les pasteurs. Mais le pasteur Sosa n'est pas pasteur nommé. Il est le pasteur fondateur de l'église au Bénin. Et quand j'ai analysé la situation et j'ai fait recours au test, quand j'ai parcouru les trucs, je me suis rendu compte qu'en réalité, s'il devait y avoir une crise au sein de l'église, la crise devait venir du Nigeria plutôt que du Bénin. Puisque le pasteur qui dirige l'église au Nigeria n'est pas pasteur fondateur de l'église au Nigeria. Il est le successeur du fondateur. Mais à 87 ans, il officie. Et c'est là-bas, le Bénin n'est qu'une filiale de l'église du Nigeria. Donc s'il devait avoir crise, logiquement, c'est qu'on devrait dire, celui qui a remplacé le pasteur fondateur du Nigeria qui a 87 ans d'âge, c'est lui qui devrait partir. Donc la crise devrait venir, c'est les Nigérians qui devraient soulever la crise. Mais bizarrement, on constate que la crise n'est pas venue du Nigeria, que la crise, c'est au Bénin. Mais au Bénin, le pasteur Sosa estime que c'est lui le fondateur de l'église au Bénin. Et donc, les critères de 70 ans d'âge, en réalité, c'est dans les tests, c'est pour les pasteurs. Il estime que les dissidents, c'est des pasteurs que lui, il a fait pasteur. Et donc, par conséquent, il ne digère pas le fait qu'on lui dise maintenant de quitter la présidence. Mieux, dans tout ce qui est mis sur les réseaux là et ce qui fait l'actualité, les pasteurs, les dissidents auraient tenu une réunion dont ils brandissent le procès verbal. Mais il y a un problème parce que les tests disent, les statuts disent clairement que une séance du genre doit être convoquée par le pasteur fondateur. Le pasteur Sosa est disponible, mais il n'a pas connaissance de cette réunion dont le procès verbal est brandi aujourd'hui. Voilà donc l'un dans l'autre des situations qui ne favorisent pas une issue favorable à la crise. Maintenant, il y a la décision du tribunal de première instance. Et il faut rappeler aussi que c'est le pasteur fondateur de l'église au Bénin, le pasteur Sosa, qui a porté plainte parce qu'il a estimé que ce qu'on lui demandait, c'est qu'on voulait... ça pouvait mettre en péril la cohésion au sein de l'église. C'est lui qui est le requérant. C'est à cause de ça que la décision de justice, quand c'est rendu, les autres ont saisi cela. Mais il faut rappeler aussi que le pasteur Sosa et les siens ont interjeté appel. Et donc l'affaire étant en appel, nous on n'est pas autorisé à aller trop dans le fond. Mais tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que le calme revienne. Et que les dissidents comprennent que le pasteur Sosa est pasteur fondateur. Et que c'est le pasteur fondateur qui a fait les autres pasteurs. Et que si on doit s'en tenir au test, c'est du Nigeria qu'une crise pareille devrait venir. Parce que celui qui officie au Nigeria, qui a 87 ans d'âge, est encore en fonction. Et donc, demander à celui qui a 70 ans au Bénin, qui est fondateur de l'église au Bénin, quitte la présidence, je pense que ils finiront par accorder leur violon sur quelque chose de concret. À quoi arrive, mes chers confrères, la décision du tribunal en première instance?
Pourquoi elle n'a pas suffi à éteindre le feu ou à donner visiblement raison à une partie, réellement? Bon, là, comme c'est en première instance, je pense que les parties ont la possibilité de faire appel. L'appel prendra aussi son temps. Et personnellement, j'estime que comme il y a eu appel et qu'il n'y a pas encore eu une décision d'appel, le pasteur Sosa resterait le président en exercice jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne. Donc, tout va, la suite et tout ce qui va suivre là, ce sera au niveau de l'appel. Mais, s'il y a appel dans cette situation, ça veut dire que tout attend jusqu'à une décision définitive de la cour d'appel. Donc, à l'instant, on peut supposer que le pasteur Sosa peut continuer d'exercer en attendant qu'une décision définitive intervienne pour dire voilà comment les choses vont se passer. Mais notre objectif, c'est d'éclairer l'opinion, d'éclaircir pour que les uns et les autres comprennent par rapport aux textes qui régissent l'Église. Voilà, parce que quand moi j'ai analysé, quand j'ai lu les statuts, j'ai les règlements et tout ça, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi une crise comme ça peut être au Bénin? Puisque l'article 2 des statuts précise que l'Église Mission Évangélique de la Foi Internationale est une filiale de l'Église qui a son siège à Ibadan au Nigeria. Et l'Église qui a son siège à Ibadan au Nigeria, le pasteur fondateur de chez qui le pasteur Sosa est venu créer l'Église au Bénin, là-bas, le pasteur fondateur est décédé et celui qui l'a remplacé à 87 ans. Oui, là, chaque confrère, j'allais en venir là. Alors, qu'est-ce que les pasteurs du Nigeria qui ont été au parfum de la question, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la situation qui prévaut au Bénin, dans l'église? Non, pour le moment, on n'a pas de son de cloche de ce côté. Et ce qui se passe au Bénin. Et j'ai comme l'impression qu'ils estiment que ça se passe au Bénin, ne sont pas régis par les mêmes dispositions. Donc, on laisse le Bénin régler le cas du Bénin avec le pasteur fondateur de l'église au Bénin. Il s'inspire un peu du modèle, je dirais, du modèle du Nigeria. Mais ce que je ne comprends pas, comme vous venez de dire tout à l'heure, le pasteur qui a remplacé le pasteur fondateur du Nigeria et qui a 87 ans est encore au poste actuellement. Oui. Et là-bas, comme vous le dites si bien, ceux qui sont nommés, les administratifs, ne réclament pas que ce dernier démissionne de son poste. Alors, sur quelle base, alors ceux qui sont ici se fondent sur, quel est le motif sur lequel ils se fondent pour demander la démission du pasteur Sosa actuellement? Je constate qu'il y a aussi un problème d'interprétation des textes qui se pose parce que, effectivement, dans les statuts, vous allez lire que, effectivement, on a parlé de 70 ans d'âge. Mais les 70 ans d'âge, c'est pour les administratifs et les pasteurs. Mais on n'a pas précisé que les 70 ans d'âge, c'est aussi pour le fondateur. Mais généralement, vous convenez avec moi que pour toute chose, le fondateur est toujours là. C'est tout comme si vous prenez l'église catholique, par exemple, si un pape ne meurt pas, il n'y a pas un nouveau pape. Sauf un cas vraiment atypique qu'on a connu avec le pape Benoît XVI. Et pratiquement pour tout ce qui concerne toutes les églises, le fondateur, c'est-à-dire celui qui a l'inspiration et qui a mis... Une église, ce n'est pas une entreprise, hein. Ce n'est pas une entreprise. Donc, c'est même précisé dans les statuts que c'est une association à but non lucratif. Par conséquent, le fondateur, ne peut pas avoir de limite d'âge par rapport à sa mission. Par contre, on a estimé que ceux qu'on appelle à l'œuvre, il faut leur donner à un certain niveau, leur permettre de se reposer. Si vous devenez pasteur à 35 ans, à 27 ans, à 28 ans, un peu comme ça se fait aussi dans d'autres églises. Vous avez chez les catholiques, le prêtre qui est ordonné à 28 ans, à partir de 65-70 ans, ils ont aussi leur manière d'envoyer les gens à la retraite pour se reposer. Ou bien, s'ils avaient l'habitude de célébrer par exemple 2 à 3 messes par jour, on leur ramène à une seule messe de célébration parce qu'ils ne pourra plus tenir debout pendant longtemps, et ainsi de suite. Donc, c'est des conditions qu'on fixe pour ceux qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Par conséquent, je pense qu'il y a un problème d'interprétation des textes à ce niveau et je pense que les partis finiront pas comprendre. Voilà. Est-ce qu'il est malade pour qu'on puisse dire qu'il n'est plus en forme de diriger? Le pasteur Sosa dit qu'il n'est pas malade, qu'il se porte bien. La preuve, il parle, il circule. Donc le pasteur Sosa n'a pas de problème. Donc c'est pourquoi il a estimé qu'on ne pouvait pas tenir cette réunion du conseil exécutif sans l'informer. Encore que les statuts précisent que
une telle réunion doit être convoquée par le président. Et il est vivant, il est là, et donc il ne conçoit pas qu'on puisse l'écarter et prendre une décision pareille et brandir maintenant le procès verbal de cette réunion, que c'est une violation des statuts. Et quand vous parcourez aussi les textes, vous constatez qu'effectivement, on ne pourrait pas tenir une telle séance, ce qui n'est pas convoqué par le président fondateur et dont il n'est même pas assistant, et que ça soit ce procès verbal qui soit brandi. Bon, vous qui avez eu à faire des recherches dans le domaine, qu'est-ce qui pourrait être la motivation des détracteurs ou bien de ceux qui désirent réellement que le pasteur Sosa quitte? Non, de tout ce que nous entendons par-ci et là, c'est que bon, ils demandent la démission. En tout cas, ils veulent que le pasteur Sosa quitte la présidence de l'église. Donc, bon, peut-être que il y a des ambitions, ce qui est normal, mais je pense que même s'il y a des ambitions, il faut que les ambitions se situent dans le cadre de ce que prévoient les tests. Le nœud du problème aujourd'hui, c'est que ils brandissent au pasteur Sosa qu'il a 70 ans et qu'il doit aller à la retraite. Le pasteur Sosa explique que ces 70 ans qui sont prévus dans les tests, c'est par rapport aux pasteurs qui ont été appelés à l'œuvre et que ça ne concerne pas le pasteur fondateur. Et lui, il est le pasteur fondateur de l'église au Bénin, donc il estime que ça ne devrait pas le concerner. Et mieux, le pasteur fondateur de l'église, mais au Nigeria est décédé, celui qui l'a remplacé à 87 ans, donc plus âgé que lui. Et donc si une crise, si une revendication comme ça devrait même prendre corps, ça devait prendre corps au Nigeria avant de venir au Bénin, puisque l'article 2 des statuts précise que l'église du Bénin est une filiale de l'église. Vous avez dit que, d'ailleurs tout le monde le sait, l'affaire est déjà passée devant les tribunaux. Et elle s'apprête encore à passer une seconde fois devant les tribunaux. Est-ce que les... Bon, vous qui avez fouillé un peu, hein, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que les deux parties seraient bien... Encore que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y avait déjà eu un cas où finalement c'est le président qui a essayé de concilier les deux parties. Alors, est-ce que les deux parties, je veux parler du président Sosa et puis ces pasteurs qui aujourd'hui lui sont opposés, seraient prêts à une entente à l'amiable si éventuellement le président décidait d'intervenir? Bon, c'est fort possible, ça dépend. Ça dépend de qui offre et de la manière dont les autres aussi saisissent l'opportunité. Mais pour le moment, je n'ai pas encore appris que le gouvernement ait voulu se mêler à cela. Donc comme c'est pendant devant la justice, on va attendre une décision de la cour d'appel. Et moi, mon souhait aurait été que les affaires qui concernent l'exercice de la foi dans notre pays, les religions et autres, que les gens essayent toujours de trouver des solutions à l'interne. Ce n'est pas bon que les églises aillent devant les tribunaux. Ça décrédibilise. Puis, puisque les églises, on est au service de Dieu. Et on ne peut pas amener Dieu au tribunal. Donc si nous sommes au service de Dieu, c'est que nous devons trouver des moyens de régler les problèmes. C'est vrai que c'est des organisations qui ont statut, loi 1901, c'est association et tout. Mais dans l'organisation, je pense que c'est des pasteurs, les dissidents. C'est des pasteurs, non? Ça veut dire qu'ils ont été consacrés pour le service de Dieu. Ça veut dire que quand on est pour le service de Dieu, il y a une manière quand même de faire les choses. Donc moi personnellement, je suis un peu gêné quand j'apprends qu'il y a un problème d'église qui va au tribunal. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un contentieux commercial non plus. Donc je pense qu'ils peuvent toutefois, si ils décident de comprendre, parce que j'ai constaté qu'il doit y avoir un problème d'interprétation des tests. Parce que quand vous prenez les tests, pour toute organisation, il y a certaines précisions quand ce n'est pas bien mentionné. Et quand il y a une petite faiblesse, quelqu'un peut saisir ça. Et puis, oui, c'est pas seulement au niveau des églises, dans toute forme d'association, au niveau des tests, il y a certaines précisions. Si ça manque, si cette précision manque, c'est qu'à tout moment, vous pouvez avoir des problèmes d'interprétation des tests. Et je pense que ce qui se passe, c'est un problème d'interprétation de tests. Et je pense que, à défaut qu'ils se comprennent, le tribunal va trancher. Mais il faudrait expliquer pour que l'opinion comprenne, pour que les uns et les autres comprennent ce qui se passe réellement au sein de cette église qui est en crise aujourd'hui. Afin que à l'avenir, les crises dans les églises ne se multiplient. Moi, j'allais même ironiser un peu pour dire, écoutez, quand on prend l'église sur ses fondements, quand on prend Jésus, est-ce qu'aujourd'hui Jésus reste toujours
comment dirais-je, Dieu... Vous voulez parler des conditions d'exercice de la foi. De la foi. Non, au fait, tout donc, ce qui... C'est quand même un peu compliqué. Non, non, c'est normal, c'est la mission de Dieu, certes, mais c'est des hommes qui sont organisés pour le faire. Vous savez que les hommes ont leurs limites. C'est pas... Dieu ne descend pas, mais Dieu existe. Donc, par conséquent, c'est une association d'hommes. Il peut y avoir des problèmes. L'essentiel, c'est que dans toutes les églises, il y a des problèmes. Parce que tel que la situation se pose là, maintenant, c'est tout comme si, quand vous prenez par exemple les catholiques, toutes les décisions d'organisation de l'église proviennent de Rome. C'est tout comme si certains prêtres s'entendaient maintenant pour dire Rome n'est plus Rome. S'ils disent Rome n'est plus Rome, c'est qu'ils ne sont plus prêtres. Selon la doctrine de l'église. Je dis ça parce que, bon, je suis pratiquement toutes les églises, je connais un peu tout là. Je vous donne le cas des catholiques. J'ai plein d'autres exemples à vous donner. Je veux parler aussi des célestes, par exemple. Voilà. Donc, quand vous prenez les célestes, toutes les décisions proviennent de Porte-Novo, le siège mondial qui est au Bénin. Donc, si une décision est prise au niveau du siège mondial, si une crise doit venir dans l'église, ça doit venir du siège mondial. Mais si une crise vient entre paroisses, le siège est capable de régler ça, ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a une organisation interne à chaque église. Et ce n'est pas bon que des dissidences naissent pour remettre en cause l'organisation d'une église à laquelle ils ont appartenu et pour laquelle ils sont faits pasteurs au service de Dieu et de l'humanité. C'est très important. Nous sommes très flattés de t'avoir reçu aujourd'hui. Tu as évoqué un certain nombre de questions et éclairé un peu la lanterne de la population, des téléspectateurs qui aujourd'hui ont compris un peu ce qu'il en est dans le domaine de la presse déjà et également sur la question de la foi, précisément de la mission évangélique de la foi, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, mission évangélique de la foi internationale. Donc chacun va essayer de se faire un peu, je dirais, les idées, va essayer de se situer par rapport à ces questions et se faire un peu sa propre opinion. Et le reste, on va laisser la justice faire son travail et on verra si éventuellement le président devrait intervenir sur cette question, comme il a fait déjà pour une église dans le cas d'espèce, pour essayer de conseiller les deux. Alors, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.